L'histoire s'ouvre sur Yoon Ji-woo, une lycéenne solitaire qui vit dans l'ombre de son père, Yoon Dong-un, un homme recherché par la police et lié au milieu criminel. À l'école, Ji-woo est harcelée par ses camarades parce qu'ils savent que son père est un criminel. Elle tente d'endurer, mais la violence quotidienne la pousse au bord du gouffre. Malgré tout, elle garde un amour immense pour son père, qui reste la seule personne sur qui elle puisse compter. Un jour à l'école, on lui fait comprendre qu'elle doit changer de lycée et qu'on ne peut plus la voir ici. Elle demande pourquoi elle doit changer de lycée. On lui fait comprendre que sa présence au sein de l'établissement fait peur à ses camarades, que des parents appellent pour se plaindre. Avant de partir de l'établissement, elle se bat avec certaines de ses camarades qui l'embêtent. Elle les tabasse bien. Depuis des mois, Dong-hoon ne peut plus vivre avec sa fille à cause de la surveillance policière. Il l'appelle parfois à distance, incapable de la voir en face. Le jour de l'anniversaire de Yoon Ji-woo, son papa l'appelle pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui dit qu'il va bientôt rentrer après avoir fini quelques 2 trucs. Yoon Ji-woo, en pleurant, lui fait comprendre qu'à cause de lui, la police lui colle au cuit et que tout le monde lui dit que son papa c'est un gangster, puis elle lui dit qu'elle ne sait pas ce qu'il fait exactement. En hurlant de colère, elle lui reproche de l'avoir abandonné, de détruire sa vie sans jamais apparaître pour la protéger. Elle lui fait comprendre que pour elle, il est mort, puis elle raccroche. Le papa, après leur conversation, décide alors d'aller voir sa fille pour lui apporter la joie. Il va et essaie de rentrer dans la chambre de sa fille discrètement, mais il remarque que la chambre ne s'ouvre pas. Yoon Ji-woo, qui entend le bruit, se lève pour ouvrir la porte. Au même moment, un homme vient avec un fusil et tire sur son père. Elle ne pouvait pas ouvrir la porte vu que son père avait mis sa clé dedans de l'autre côté. Elle entend le coup de feu et voit par le judas ou l'œilleton que son père a un souci. Elle panique et demande à son père de l'ouvrir. Le père lui dit de le pardonner. Elle répond c'est pas grave de l'ouvrir la porte. Le papa dit à celui qui est venu le buter de laisser sa fille en dehors de ça. Le père meurt, avant qu'elle finisse par ouvrir la porte et sortir pour le voir. Aux funérailles, un homme est venu rendre hommage à son père. Vouloir parti, elle lui demande s'il est le chef du gang, que c'est pour lui qu'il devait faire tout ça, tabasser des gens, les menacer ou leur trancher la gorge, de lui dire qu'il a tué qu'elle veut savoir. L'homme lui répond que son papa était plus qu'un ami, qu'il le considérait comme un frère, qu'il l'adorait, qu'elle était tout pour lui, voilà ce que je peux te dire. Puis il part. Elle s'est rappelée de tout ce que son père lui avait promis de faire avant de mourir. Par après, elle va voir l'enquêteur pour lui demander qu'elle veut savoir pourquoi ils ont clos l'enquête. Le monsieur lui répond qu'ils n'ont pas d'indices ni de témoins, ni armes du crime, qu'ils n'ont aucune piste, que dalle. Elle lui demande « Donc il laisse l'affaire ?» Il ne répond pas. Elle prend un journal avec une photo. Furieuse, elle lui demande « Que ça, c'est pas un indice ?» En criant, elle lui dit de le trouver que c'est un assassin, qu'il a tué son père. L'agent lui répond qu'elle croit que ça suffit, ça, de le trouver, elle, même si c'est si facile. L'agent finit par lui dire que c'est pas sa faute s'il est mort, que ça fait plus de 3 mois qu'on le cherchait, que c'était un criminel recherché, que c'est pas lui qui lui a parlé en dernier, en la demandant qu'il lui avait dit de le conseiller de se rendre, qu'elle lui avait dit oui ou non. Elle se rappelle de leur dernier appel. L'agent continue en lui disant si elle avait fait ce qu'il lui avait dit, sûrement qu'il ne sera pas mort aujourd'hui. Elle va rendre visite à l'homme avec qui elle a parlé aux funérailles de son père. Elle dépose devant lui le journal sur lequel il y a une image et elle lui demande de l'aider à trouver l'assassin, qu'il lui avait dit que son père était comme un frère. Il lui demande « Et après ?» Qu'elle l'abattrait comme un chien. Il lui demande « Est-ce qu'elle sait ce que c'est de tuer quelqu'un ?» Il lui donne un couteau et lui dit de le tuer, d'imaginer qu'il est l'assassin et de le tuer. Elle n'arrive pas, il lui retire le couteau et la gifle. Elle repart sans avoir eu d'aide. Arrivée à la maison, quelqu'un est venu cogner sa porte. Elle panique, n'ouvre pas, la personne repart, elle se soulage. Elle sort, commence à partager le journal ou l'avis de recherche qu'elle avait pris chez l'agent qui enquêtait sur l'affaire pour pouvoir trouver l'assassin de son père. Arrivée à la maison, un numéro l'appelle pour lui dire qu'il connaît l'homme qui est sur la photo et lui donne un rendez-vous à une adresse. Arrivée à l'adresse, elle demande à savoir comment il s'appelle. Les gars lui disent qu'elle va d'abord donner l'argent et ils vont lui fournir les informations. Ils l'attaquent et prennent son argent, la frappent et la kidnappent. Dans le coffre de leur voiture, attachée, elle essaie de se défaire avec le couteau qu'elle a pris de la maison avant de se rendre au rendez-vous. Soudain, l'ami de son père ouvre le coffre et la détache après avoir éliminé les ravisseurs.
quelque part au bord d'une fleuve, il lui demande si elle veut tant mourir de lui dire qu'il y a des moyens plus simples d'y arriver. Elle lui répond que s'il se mêle de son cuir, ce serait bon, qu'il a réussi à attraper le tueur. Apparemment non. Il lui répond si tu ne veux pas mourir dans la rue, tu ferais bien de te faire oublier. Elle lui répond qu'elles savent que la police ne fera rien, et lui non plus, que tout le monde s'en fout, n'est-ce pas? Elle lui demande s'il croit qu'elle va faire comme si de rien n'était. En pleurant, elle dit c'est sa faute si son père a été tué. L'homme lui demande à savoir si elle veut se venger. Il lui dit qu'elle doit savoir que la vengeance a un prix et ce qu'elle est prête à payer le prix. Elle lui répond qu'elle est prête à tout. L'homme lui dit si elle veut vraiment venger la mort de son père, d'abord elle va devoir apprendre à tuer, puis ils s'en vont. Il l'amène dans un centre de boxe entièrement masculin, il lui demande de se présenter, puis il dit aux autres gars que c'est une nouvelle recrue. Un des gars de la salle demande à l'ami du père pourquoi il l'a amenée ici. Il lui répond parce qu'elle veut se venger. Selon la hiérarchie et la loi qui règne là-bas, le plus jeune l'a montré la chambre et lui dit ce qu'elle va devoir faire. Il lui demande pourquoi elle est là, qu'elle est une fille. Elle lui répond qu'elle veut devenir forte. Il lui dit bon courage. Ordonnée de faire la vaisselle, elle s'occupe de ça, en se disant « oui, je vais y arriver ». Elle se fait embêter, mais elle doit assumer son choix et supporter tout ça. Elle fait la lessive pour tout le monde. Furieuse, elle commence par s'entraîner ardemment. L'ami de son père, Choi Moo-jin, vient lui demander « est-ce qu'elle a envie de partir ?» Elle lui répond qu'elle a envie de gagner. Il lui dit qu'elle perd son temps avec ce sac de boxe, que si elle veut gagner, elle doit vouloir tuer, qu'elle doit être prête à tuer. C'est la seule façon d'y arriver. Il lui dit si elle compte que sur la force, elle ne gagnera jamais le moindre combat. Elle lui demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Il lui dit de frapper aux points vitaux, comme l'os temporal, la base du nez, le menton, le plexus et les testicules. Il lui dit si elle attaque les points vitaux, elle pourra paralyser l'adversaire. Il lui dit qu'ils vont passer à la pratique, et ils mettent les gants puis s'entraînent. Il lui montre dans la pratique ce qu'il lui avait dit, puis ils se séparent. Par après, elle vient continuer de s'entraîner fort. La rage commence par descendre. Cette fois, son adversaire n'est autre que Do Kang-jae, qui veut l'écraser publiquement. Sous les yeux de Choi Moo-jin, le combat démarre brutalement. Kang-jae la domine physiquement, mais Ji-woo refuse de tomber. Chaque frappe qu'elle reçoit semble réveiller davantage sa détermination. À la surprise générale, elle renverse le combat grâce à sa férocité et finit par prendre l'avantage, démontrant qu'elle n'est pas une proie facile. Même si elle est blessée, épuisée, couverte d'ecchymose, elle gagne le respect des recrues et surtout celui de Moo-jin, qui voit qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Il lui donne la victoire sous les cris des spectateurs. Après, elle s'excuse auprès du gars qu'elle a assommé. Le gars lui demande pourquoi elle était désolée, que c'est le jeu, puis il part. Il met quelque chose dans la flotte de Yoon Ji-woo, puis il dit à ses amis. Yoon Ji-woo rentrée, elle prend sa gourde et boit l'eau, puis elle perd connaissance. Do Kang-jae et un de ses amis vont dans sa chambre, ils veulent coucher avec elle, mais elle essaie de se défendre jusqu'à ce que les responsables viennent. Ils prennent Do Kang-jae et l'amènent chez le boss Moo-jin. Pour le châtier, Moo-jin lui coupe le visage. Choquée par la violence dans laquelle elle se trouve, Yoon Ji-woo commence par pleurer. Moo-jin rencontre Yoon Ji-woo dans un bar. Il lui demande si elle a mal. Elle répond « non ». Il lui demande qu'elle n'a pas appris non plus à dire qu'elle souffre, ou bien qu'on lui a pas enseigné. Elle répond qu'une personne a essayé mais on l'a tuée. Il lui dit c'est peut-être ça la vie, croiser des chemins jusqu'à trouver la personne, une âme sœur à qui on peut se confier et montrer sa douleur. Elle lui demande et son âme sœur, il l'a croisée? Il répond oui mais elle a été tuée. Il lui change de nom, que son ancien nom est mort, qu'elle sera appelée désormais Ai Ji-woo. Il lui montre l'arme qui a tué son père. Il lui dit que l'assassin s'est débarrassé mais qu'ils l'ont retrouvé. Elle lui demande à qui elle appartient. Il lui répond que ça appartient à la police, que celui qui a tué son père est de la police, en lui disant de le trouver et le buter. Elle a continué par s'entraîner jour après jour, ardemment. Les paroles de Moo-jin résonnent dans sa tête. Il lui avait dit qu'elle appartient désormais à l'organisation, qu'elle sera protégée par l'organisation, peu importe ce qui va arriver. Mais si elle trahit l'organisation, elle sera tuée. Des années sont passées, elle a traversé des expériences et rentré dans l'armée. Elle surveille des individus qui sont rentrés dans un immeuble et demande à son ami de rester dehors pour appeler les renforts,
Le gars se fait kidnapper avant même de commencer par appeler les renforts. Elle rentre, commence par éliminer et essaie d'espionner les individus qui sont rentrés pour faire une négociation de la poudre blanche. Elle casse la vitre, rentre dans la salle et leur dit qu'ils sont en état d'arrestation, qu'elle est de la police. La bagarre éclate, elle finit par arrêter quelqu'un. Le gars qui est venu faire la négociation lui fait comprendre qu'il est aussi de la police. Une petite altercation se produit entre eux. Chacun dit c'est à lui les arrestations. Au bureau du capitaine de la brigade des stupes, le capitaine demande à Ji-woo pourquoi elle veut travailler chez eux. Elle lui répond qu'elle a promis d'arrêter une pourriture. Il lui demande qui ça. Elle ne répond pas. Il lui dit « Ah, sacré paire de couilles, ils ont besoin des gens comme elle. » Elle part voir Moo-jin. Il lui demande « Est-ce que ça lui plaît d'être flic ?» Elle lui répond qu'elle rentre à la brigade des stupes, que ça y est. Fier, il lui répond « C'est la dernière ligne droite. » Elle lui dit qu'elle va d'abord savoir à qui est-ce le flingue, ensuite elle trouvera l'assassin de son père et l'éliminer. Elle lui dit ce que son papa l'avait dit, qu'ils allaient le faire avant sa mort, que son papa voulait juste une vie tranquille. Elle lui demande s'il croyait qu'il l'aurait tué si on l'avait pas tué. Il lui montre un entrepôt et lui dit « C'est ici que son père lui a sauvé la vie il y a 10 ans. » Il lui donne son couteau et lui dit de le tuer quand elle le trouvera, surtout de se rappeler que l'organisation la protégera. L'individu attrapé au cours de la négociation de la poudre blanche se fait interroger. Sous pression, il dénonce quelques membres du circuit. Aux brigades, Ji-woo est arrivé. L'agent avec qui elle avait eu une altercation dans la mission précédente ne se contente pas qu'elle rejoigne l'équipe. Il demande pourquoi on la lui colle sur le dos. Son supérieur lui répond qu'elle est efficace et têtue. L'un des gardes du corps de Moo-jin lui dit qu'il ne fait pas confiance à Ji-woo, que si ça tourne mal, il l'éliminerait. Moo-jin lui répond qu'il sait. Parti pour sa première mission avec les gars de la brigade, Ji-woo est mise à l'épreuve. L'un de ses nouveaux collègues, qui est son supérieur, lui dit d'aller choper l'individu en question et le ramener. Elle obéit et y va. Rentrée, elle se bat avec l'agent de sécurité, l'élimine et quelques gars avant que ses collègues ne viennent.